Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire scientifique. J'espère que vous allez bien. Je ne vais pas refaire les présentations, on va essayer de passer brièvement. Aujourd'hui, Dorian a décidé d'attaquer un thème qui a été évoqué par un utilisateur en demande justement pour faire un webinaire sur ce sujet. Il s'agit de la spondylolisthésis, je ne sais pas si je le dis bien. Si, si. Et donc, on va aborder la problématique et en fonction, on n'avait pas de cas typique, mais en fonction d'essayer de travailler sur l'idée d'un plan d'appareillage en fonction. Je te laisse peut-être te représenter juste en 2 minutes. Tout le monde te connaît, Dorian. Donc, Dorian, je suis podologue à Châteauroux. Ça fait 3 ans que je travaille avec Scientific. Donc là, le principe, voilà, c'est effectivement, on avait eu une demande sur les spondylolisthésis. C'est vraiment un cas qui a différentes formes. Les causes sont multiples. La prise en charge également va être variée. Donc, le but, en fait, c'est vraiment de présenter, d'expliquer ce que c'est, quelles sont les causes du spondylolisthésis, et puis de réfléchir à des pistes thérapeutiques, du coup, que derrière nous, en tant que podologue, on va mettre en place. Donc voilà le principe. C'est vraiment quelque chose de varié. Je vais partager mon écran, donc je ne verrai pas les questions, mais Maxime pourra me les lire. Donc n'hésitez pas, hein, je pense que ce serait sympa que ce soit interactif et qu'il y ait un échange là-dessus. Pendant que Dorian partage la présentation, je vous rappelle qu'en fait, il y a deux onglets qui sont à droite. Il y a un onglet chat et un onglet questions. Si vous pouvez rester sur l'onglet chat pour poser nos questions, c'est plus simple parce que déjà tout le monde voit les questions. On a regardé qu'un seul onglet, donc essayez de bien poser les questions sur cette partie de chat et non sur la petite partie questions qui est à droite du chat. Voilà, allez, c'est parti. Spondylolisthésis, donc on va faire un petit rappel de physiopathologie. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un glissement en fait d'une vertèbre par rapport à une autre. Donc, on qualifie le spondylolisthésis. Il y a différents types. Il y a l'antélisthésis ou le rétrolisthésis. Comment ça se qualifie? C'est le mouvement de la vertèbre du dessus par rapport à celle du dessous. Donc là, sur l'image, c'est une radio qu'on voit, un rachis de profil. Donc, on voit un glissement 5 en avant par rapport à S1. Donc là, on a un antélisthésis L5-S1. Si on avait eu la vertèbre L5 par rapport à S1, on serait sur un rétrolisthésis. Donc vraiment, voilà la différence entre les deux cas. Donc c'est pour ça que je vous disais, c'est quelque chose qui déjà dans le spondylolisthésis, on a l'antélisthésis et le rétrolisthésis. Les tâches de prédilection, c'est L5-S1. C'est vraiment la grande majorité des cas. Et ensuite, on est majoritairement sur des antélisthésis plutôt que des rétrolisthésis. Pourquoi? Parce que c'est notre lordose lombaire physiologique qui va favoriser le glissement plutôt vers l'avant. Donc, il y a 5 stades dans le spondylolisthésis. C'est l'index de Taillard. Donc, je ne vais pas vous le relire complètement, mais en fait, voilà, au niveau du grade 0, il n'y a pas de glissement de la vertèbre. Par contre, on a une spondylolyse. Donc, je vais expliquer après ce qu'est une spondylolyse et on va voir que c'est un élément clé dans le spondylolisthésis. En fait, c'est même l'élément qui déclenche le spondylolisthésis. Le grade 1, donc on a un glissement de la vertèbre par rapport toujours à la vertèbre inférieure, donc inférieure à 1 tiers. Donc en fait, on va déplacer. On voit bien ma souris quand je montre? Oui, on voit très bien, on voit très bien. Donc en fait, on va diviser la vertèbre en 3 tiers. Et donc on va se représenter 1 tiers. Il faut qu'il glisse de 1 tiers par rapport au tiers de la vertèbre inférieure. On est un glissement entre 1 tiers et 2 tiers. Toujours pareil par rapport à la vertèbre sous-jacente. Voilà, par rapport, quand on regarde le plateau sacré, on est plutôt sur un grade 2 sur cette radiographie-là. Le grade 3, on est au-delà des 2 tiers. Et ensuite, le grade 4, on est vraiment sur un glissement complet de L5, par exemple, par rapport à S1. Donc, on a vraiment la vertèbre sous-jacente qui est complètement déchaussée, qui va au-delà de la limite antérieure de la vertèbre sous-jacente. Et il y a également une possibilité de spondyloptose. Personnellement, des grades 4, je ne pense pas en avoir déjà vu. Je pense que c'est même pas de notre sort, à mon avis. Là, on est vraiment sur quelque chose qui sera chirurgical à ce moment-là. De la spondylolyse, donc c'est ce que je vous disais, c'est vraiment la condition sine qua non de l'apparition d'un spondylolisthésis. Donc, qu'est-ce que c'est une spondylolyse? En fait, c'est une fracture tout simplement de l'apophyse épineuse. Donc, je vous ai fait
l'image là qu'on a sur la gauche. Donc voilà, ici on a le corps vertébral avec le disque intervertébral. On a la moelle épinière qui passe ici, c'est cette espèce de bande blanche, et donc la moelle épinière passe entre les apophyses épineuses, les apophyses transverses, pardon, et puis voilà. Dorian, on a juste des petites variations dans le son, mais ça va. Mais si jamais il y a quelque chose qui est coupé, je te proposerai de répéter si jamais, mais ça va. Ouais, ça marche, n'hésite pas. Et donc ensuite, voilà, quand on a une spondylolyse, on a une rupture des apophyses, en fait, qui sont les éléments qui viennent maintenir les vertèbres dans le plan antéro-postérieur. Donc si ça casse, bah forcément, glissement vers l'avant ou vers l'arrière. Sur la partie droite, donc on retrouve ici, sur la deuxième image, un début de trait de fracture au niveau de l'apophyse épineuse. Donc on voit que la vertèbre n'est plus maintenue par son maintien postérieur, et donc elle va venir glisser vers l'avant. Le disque également qui glisse et qui peut avoir une hernie discale qui va venir comprimer la moelle épinière. Donc quand on reprend la définition, en fait, de l'isthme vertébral, situé majoritairement à L5, c'est 80% d'écart. L5, c'est vraiment quelque chose de très majoritaire. Et en général, c'est bilatéral. Il y a 10% de cas en unilatéral. Voilà. Et donc, d'une manière générale, ce qui ressort, c'est que c'est la cause d'une spondylolyse, c'est des micro-traumatismes, c'est une fracture de fatigue finalement au niveau des apophyses. Il y a quelques cas de problèmes congénitaux, de causes congénitales, mais c'est vraiment quelque chose qui reste assez minoritaire. Mais pour le coup, quand on lit vraiment dans la littérature, ils disent qu'il ne faut vraiment pas exclure une cause congénitale malformative. Donc après, ça, c'est peut-être pas forcément à nous d'aller le rechercher, c'est plus au radiologue ou au rhumatologue qui a une prise en charge plus complète. Une des causes majeures des spondylolyses, c'est les sportifs de haut niveau. On a vraiment, il y a même certains auteurs qui considèrent que chez le sportif de haut niveau, la spondylolyse peut être physiologique tellement que c'est fréquent dans cette population-là. Donc ça, c'est un scanner au niveau lombaire qui montre une spondylolyse. Donc sur l'image de gauche, donc en 1, on a le corps vertébral. En 2, on est sur la moelle épinière. Donc, au-dessus du corps vertébral, donc il y a le disque, bien sûr. Quand on vient voir finalement si une hernie discale est compressive ou pas, donc on va aller chercher dans cet espace, dans cet espace noir, la numéro 2, si on a le disque qui vient se mettre en projection et comprimer les racines nerveuses. Au niveau des deux flèches, ça c'est la spondylolyse qui est ici bilatérale, et on a l'apophyse épineuse en 3. Donc, quand on va avoir un glissement de la vertèbre, un antélisthésis ou un rétrolisthésis, donc on va avoir le corps, qui va venir partir vers l'avant. Donc, s'il n'y a pas de fragment osseux au niveau des fractures, des apophyses qui se baladent au niveau de la moelle épinière, il n'y aura pas de cause compressive. S'il n'y a pas de hernie discale, si le disque ne vient pas se déformer, c'est pareil. Alors, par contre, on peut avoir ce qu'on appelle des nodules de Gilles. Donc, c'est un tissu cicatriciel, en fait, au niveau des fractures des épineuses qui vient se mettre en place. C'est pas contrôlé. Et donc, justement, ça peut être aussi une cause compressive au niveau de la moelle épinière. Donc, ça, c'est pareil, c'est des choses sur lesquelles il faudra faire attention au niveau des comptes rendus radio. Donc, vraiment, le diagnostic de spondylolisthésis, que ce soit anté ou rétrolisthésis, c'est uniquement un radiodiagnostic. On ne peut pas le faire de manière clinique, ni à l'interrogatoire. Il nous faut de l'imagerie à ce niveau-là. Et quand on regarde le scanner de profil, au niveau de L5, cette rupture de l'épineuse, complètement. Et donc, on a d'ailleurs un début d'antélisthésis de L5 par rapport à parce qu'elle n'est pas maintenue. Quand on regarde les étages au-dessus, de L3 et de L4, elle commence à être affinée, donc assez marquée au niveau du L3. En L4, c'est un petit peu moins prononcé. On voit un trait de fracture. On n'a pas d'amincissement comme on a sur L3. Par contre, on a déjà un trait de fracture qui commence. Donc ça, je pense que c'est un patient qui aura des petits soucis par la suite. Voilà, et donc ce qu'il faut se dire aussi, c'est que pour avoir une spondylolisthésis, on est obligé d'avoir une spondylolyse. Par contre, toutes les spondylolyses ne donnent pas de spondylolisthésis. On a 2 à 3 fois plus de spondylolyse que de spondylolisthésis. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans certaines tranches de la population, les sportifs de haut niveau, on a vraiment énormément de spondylolyse
qui ne donnent pas forcément de problématiques. Pourquoi? Parce que c'est des patients qui sont musclés et donc les paravertébraux notamment vont verrouiller la colonne et éviter le glissement de la vertèbre. Donc ça va être des patients qui pourront rester globalement asymptomatiques tout en ayant une spondylolyse. La spondylolyse, c'est également appelé, dans les comptes rendus, on peut voir des lyses ismiques. C'est pareil, hein, c'est vraiment la même chose. Voilà. En gros, pour résumer, une spondylolyse, c'est la cause des spondylolisthésis. Par contre, à l'inverse, une spondylolyse ne génère pas systématiquement des spondylolisthésis. Une spondylolyse, c'est une fracture de fatigue des apophyses, une fracture de stress. Il y a quelques cas congénitaux malformatifs. Donc, c'est vraiment des causes mécaniques répétées au niveau des éléments postérieurs des vertèbres qui stabilisent justement la vertèbre en antéro-postérieur et essentiellement en lombosacré parce que c'est une zone de contrainte mécanique élevée de par notre lordose physiologique. Au niveau, donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? Voilà, c'est vraiment le glissement de cette vertèbre par rapport à une autre. Voilà, donc quel est notre rôle, nous, en tant que podologue? Ça va être de diminuer au maximum ces contraintes mécaniques qui vont s'exercer au niveau de l'étage concerné. Donc, on a du bol, c'est essentiellement L5-S1, donc c'est un étage qu'on traite finalement assez couramment. Donc, en essayant d'équilibrer au mieux le bassin. Donc, on va voir de quelle manière l'équilibrer, quelles sont les causes de déséquilibre les plus fréquentes. Voilà, et vraiment jouer sur le rôle de l'onde de choc. Alors, l'onde de choc, dans ce cas-là, les matériaux de filtre talonnier, Noen, tous ces amortis-là, il faut se dire que les études montrent en général que on est sur 10% de filtration de l'onde de choc au niveau, avec des inclusions de matériaux amortissants de ce type. Les mesures de propagation de l'onde de choc sont mesurées sur le membre inférieur. Donc, on peut se dire que quand on part sur l'étage lombaire, on est sur quelque chose d'encore plus minime au niveau de l'atténuation de l'onde de choc. Par contre, l'amortisseur naturel de notre corps, c'est le pied, le mécanisme de pronation du pied. Donc, je pense, à mon sens, que si on veut vraiment avoir un rôle important au niveau de la filtration de l'onde de choc sur une pathologie lombaire, il va falloir essayer de contrôler au maximum les mécanismes de pronation s'il y a une déviation, un déficit à ce niveau-là. Au niveau de la plainte clinique, de la symptomatologie d'une spondylolisthésis, majoritairement, c'est de la lombalgie. C'est des patients qui sont lombalgiques et on fait un examen, on fait une imagerie qui va nous montrer justement un spondylolisthésis ou une lyse ismique. Quand on a une lyse ismique sans spondylolisthésis, là aussi, on peut quand même avoir un rôle préventif en réduisant au maximum les contraintes mécaniques qui vont s'exercer sur le plan lombaire pour éviter justement d'avoir une évolution, une aggravation d'un spondylolisthésis. Donc, le traitement, ça va être finalement déjà à réfléchir à qu'est-ce qui cause les lombalgies. La lyse ismique ou le glissement de la vertèbre, s'il n'y a pas de compression médulaire, ça ne va pas donner de signes de douleurs neuropathiques. C'est vraiment une lombalgie mécanique. Donc, il va falloir essayer de détendre les contractions musculaires qui vont être adaptatives au maximum. Par contre, il faut garder à l'esprit que si c'est un patient qui présente des douleurs des irradiations radiculaires, des pertes de motricité ou alors des pertes de sensibilité, là, il faut absolument aller rechercher une compression radiculaire. Donc, pensez à réorienter le patient vers le médecin parce qu'une simple radio nous permet de diagnostiquer un spondylolisthésis, mais derrière, on ne pourra pas voir si c'est une compression médulaire ou radiculaire. Voilà, donc pour refaire un point sur les complications, donc la protrusion discale, hein, c'est ce qu'on disait, donc on le voit très bien sur l'image de gauche. Donc, de L5 par rapport à S1, on a un glissement de la vertèbre qui vient créer une compression du disque. Juste, ça coupe un peu, Dorian, là. Ouais. Je ne sais pas si tu m'entends. Oui. Est-ce que tu peux juste reprendre? Là, ça marchait bien, mais là, on a eu une recoupure et je me demande si c'est pas parce que tu te mets un peu plus en avant sur la gauche. Je ne sais pas si c'est dû à ça. Je veux bien que tu reprennes juste, s'il te plaît. Juste à partir de cette diapo, je reprends. Oui, s'il te plaît, oui. Ouais. Donc, voilà, c'était pour parler des complications liées au spondylolisthésis. Qui va donner une compression médulaire ou radiculaire. Donc, en fait, on retrouve le glissement, l'antélisthésis de L5 par rapport à S1 sur l'image de gauche, avec une compression du disque et du coup la protrusion discale qui va venir comprimer, se mettre dans l'espace médulaire. Donc ça va être déjà une des premières complications.
On peut avoir également un rétrécissement canalaire. Ça va être plutôt lié aux fractures, aux débris des fractures dans le cadre de la spondylolyse. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui va être important à venir rechercher. Donc, le nodule de Gilles, ensuite, dont on parlait tout à l'heure, fibreux de la zone fracturaire et donc qui peut potentiellement être agressif. Donc, ça aussi, c'est un élément sur lequel il va falloir être vigilant. Ici, on nous dit qu'il y a un nodule de Gilles compressif sur le plan un avis spécialisé, au moins en rhumato, chirurgie pourquoi pas, mais déjà sur rhumatologique, pour voir si c'est pas quelque chose qui peut être pathologique. Il faut savoir qu'une compression radiculaire ou médulaire, quand elle est paralysante, c'est absolument une urgence médicale parce que si on tarde trop à lever cette compression, il y a une souffrance du nerf et derrière, on a des patients qui ne récupèrent pas en totalité. Donc, c'est vraiment ça des éléments sur lesquels il faut être très vigilant et rester à notre place là-dessus en ne voulant pas se substituer à la prise en charge médicale spécialisée. Voilà, donc c'est ce que je disais, nous on doit rester vraiment dans notre appareillage et il faut garder notre place, observer nos limites. Pourquoi? Parce que si un patient qu'on doit appareiller parce qu'on voit qu'il y a un spondylolisthésis, il est lombalgique, et pourtant il y a une compression radiculaire où il y a des signes en faveur d'une compression radiculaire, il n'y a pas eu de scanner ou d'IRM par exemple, il faut se dire que demain, si le patient il avait déjà une hernie discale par exemple, ou un nodule de Gilles, il se met à avoir une sciatique paralysante ou vraiment invalidante ou à être bloqué complètement, tout de suite, si vous venez de l'appareiller, il va dire une seule chose, c'est les semelles qui lui ont créé ça. Même si l'hernie, elle était déjà là, mais elle était peut-être asymptomatique. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment rester très prudent à ce niveau-là. Et donc, il faut toujours penser également en clinique à rechercher une perte de motricité. Donc, on teste au moins les flexions plantaires et les flexions dorsales au niveau de la talocrurale en actif. C'est le patient qui force, toujours comparativement. Et il faut qu'on ait une force symétrique ou une asymétrie vraiment mineure, quelque chose de marqué, ça ne sera pas normal. Rechercher également une mise en varus qui semble neurologique. C'est pareil, ça, c'est des choses qu'il faudra explorer. Ou un patient qui va nous dire j'ai un engourdissement sur le côté où je sens pas mon cinquième orteil, ça c'est typiquement le trajet sciatique. Donc pareil, restez prudent là-dessus et demandez une exploration complémentaire pour voir une compression médulaire. Hop, voilà, donc ensuite, nous, les facteurs sur lesquels on peut agir, je reviens juste. En tant que podologue, donc voilà, essentiellement, ce qui est décrit dans la littérature, c'est l'hyperlordose lombaire qui est un énorme facteur favorisant. On le voit bien quand on regarde cette image. Hop, elle est où ma souris? Voilà, cette image au niveau du côté droit. Donc là, on a une colonne, une lordose physiologique. Ici, on a une hyperlordose. Donc quand on a une hyperlordose, on va avoir une compression sur les parties postérieures au niveau des épineuses. Et donc déjà, c'est quelque chose qui va augmenter les contraintes mécaniques. Il va y avoir également une contraction des muscles lombaires et paravertébraux, donc qui peut aussi favoriser des douleurs à type de lombalgie. Donc voilà, ça c'est à mon sens l'élément principal, de même qu'un défaut de lordose lombaire, ça peut également donner un rétrolisthésis, donc un recul de la vertèbre supérieure par rapport à la vertèbre inférieure. Voilà, donc il va falloir chercher des antéversions pelviennes, c'est-à-dire la mise en avant, en fait, est-ce qu'on retrouve vraiment dans l'hyperlordose, le pied plat, créer une rotation en interne au niveau du membre inférieur. Donc ça, c'est vraiment un élément qui va être favorisant de l'hyperlordose lombaire. Le centre de gravité, comment il se positionne? Est-ce qu'il est avancé? Donc ça, c'est pareil. Est-ce que c'est une cause ou est-ce que c'est une conséquence? Est-ce que c'est une conséquence de l'hyperlordose lombaire? Est-ce que c'est une cause de lombalgie? Donc, c'est peut-être à nous de tester dans notre examen clinique et de voir si c'est un élément sur lequel il va falloir jouer. Mais je pense que c'est vraiment un élément important à venir rechercher. Les dystonies musculaires entre les ischio-jambiers et les quadriceps. Donc, c'est pareil. Une rétraction, une contraction des quadriceps va venir tirer sur l'iliaque et donc favoriser l'hyperlordose lombaire. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on peut essayer de venir rechercher, mettre en évidence. C'est pas forcément quelque chose sur lequel on va pouvoir agir, mais la prise en charge reste pluridisciplinaire. De même que le déficit de la ceinture abdominale. Un patient qui va être mou des abdos, qui va avoir également
une surcharge pondérale, c'est des choses qui vont favoriser l'hyperlordose lombaire. On le voit assez souvent sur les obèses, finalement, qui sont hyperlordosés. Voilà, ça c'est quelque chose à voir. Et ensuite, les interversions fémorales exagérées. Donc chez l'enfant, finalement, on nous décrit cet enfant qui marche les pieds en dedans, c'est pas esthétique, d'accord. C'est vrai, c'est pas esthétique, c'est souvent relativement physiologique jusqu'à un certain âge. Et ensuite, on a des mécanismes de torsion tibiale qui se mettent en place et qui font que les enfants, quand ils commencent à être adolescents, on les voit plus avec les pieds en dedans. Pourtant, si on fait nos manœuvres de Netter ou si on vient regarder, on voit des fémurs qui rentrent en dedans. Donc ça, c'est des choses aussi qui vont participer à une hyperlordose lombaire. Donc des fois, gardez à l'esprit que notre semelle, elle va pas tordre le fémur, elle va pas permettre au pied de se mettre vers l'extérieur, mais des fois, ça peut être quand même des semelles à visée protectrice ou préventive pour limiter les complications sur le plan lombaire. Et ensuite, les déséquilibres pelviens, donc l'inégalité de longueur des membres inférieurs, tout simplement, qu'elle soit anatomique ou fonctionnelle. À partir du moment où le bassin bascule, il va falloir agir pour l'équilibrer et limiter les contraintes au niveau lombaire. Alors, l'action va être différente, qu'elle soit notre appareillage, il va être différent, que ce soit une inégalité anatomique ou une inégalité fonctionnelle, où on ne mettra pas forcément une talonnette. Les problèmes de giration, donc c'est ce que j'ai schématisé là sur le bassin en bas, donc avec une rétropulsion d'un hémibassin par rapport à l'autre. Donc là, par exemple, on serait en giration droite, donc on a le côté droit qui vient avancer par rapport au côté gauche. Donc là, c'est un bassin vu de dessus. On a la vertèbre ici, donc c'est la partie postérieure, et ici on a la symphyse pubienne, donc avec la partie antérieure. Les scolioses également, c'est des choses qui vont participer à certains déséquilibres au niveau du bassin. Et donc, quelles sont nos pistes de correction? Donc, les BRC posturales. Alors ça, c'était une étude qui a quelques années, qui a été reprise récemment par Marc Janin sur un webinaire qu'il a fait sur Medicapteur. Justement, il a reparlé de cette étude-là et elle est très intéressante. Elle prouvait en fait que les BRC avaient une action sur la posture quand elles étaient inférieures à 3 mm. Et elles étaient très efficaces justement au niveau des lombalgies quand on restait inférieur à 3 mm. Pourquoi? Parce que pour des patients qui sont hyperlordosés, qui ont un centre de gravité avancé, donc c'est des choses qui favorisent les tensions au niveau de la région lombaire. Au-delà de 3 mm, en fait, on commence déjà à induire une légère flexion au niveau des genoux. Elle n'est pas toujours visuelle, nous, sur le plan clinique, mais quand ils font des études, ils ont d'autres moyens que ce qu'on a en cabinet. Et du coup, comme on a une flexion de genou, on n'agit plus sur l'axe du bassin, on va plutôt avoir une décharge de l'avant-pied, par exemple, ou recharger le talon. Donc, plutôt une action qui va être très mécanique. Donc, sur ces petites BRC posturales, donc ça, c'est vraiment un élément qui peut être très intéressant dans les problèmes d'hyperlordose lombaire et donc forcément de spondylolisthésis. Ensuite, ça va être un jeu également qui peut être asymétrique au niveau des premiers rayons. Également des hauteurs de voûte interne et voûte externe, ça c'est pour travailler sur les gyrations. Donc comme c'est une rotation du bassin, donc on a souvent un avant-pied qui va plonger, un autre qui va être plutôt supinateur. Donc ça va être par des jeux de décharge et de surcharge. Donc décharger M1, recharger le premier rayon. Chacun voit ensuite comment faire. Est-ce que c'est un sous-capital? Est-ce que ça va être d'autres types d'éléments? Donc ça c'est vraiment à voir et à tester. Et ensuite, pareil, jouer sur les hauteurs de voûte interne et voûte externe. Ça, jouer sur la symétrie des hauteurs de voûte, ça peut jouer sur la gyration, mais également sur une inégalité fonctionnelle. Un patient qui va avoir un pied très affaissé d'un côté, qui se maintient correctement de l'autre, ou même s'il est affaissé, mais un petit peu moins plat, eh ben, d'une part, on va avoir une rotation majeure au niveau du côté le plus affaissé. On va avoir un bassin qui va s'abaisser également du côté qui est le plus affaissé. Le pied, s'il est comme ça, il va être plus haut que s'il est comme ça. Donc ça, c'est vraiment des éléments à regarder. Et donc, travailler en fonction de ce qu'on a observé, en augmentant, par exemple, la voûte du côté qui va être le plus affaissé par rapport à l'autre côté, ou si on est plutôt sur un pivarus, donc augmenter la voûte externe, vraiment tout ce genre de correction. Et donc, juste Dorian, quand tu parles des hauteurs de voûte, même les BRC, en fait, tu vas pas faire directement la réalisation, tu vas les tester pour voir un petit peu la rotation. Au départ, tu as des hémicoupoles qui sont déjà prêtes et que tu vas les positionner. C'est juste pour comprendre un peu la niveau pratique. C'est ça. J'ai des BRC qui sont prédécoupés. J'ai des éléments pour mettre sous le premier rayon. J'ai des hémicoupoles. Les hémicoupoles, ça m'arrive de tester différentes hauteurs, mais en général, je prends plutôt mes mesures. J'ai un
un truc là qui vend chez Capron pour mesurer les hauteurs de voûte plantaire. Et puis je regarde la différence. Alors visuellement, on le voit aussi, même s'il y a un valgus qui va être augmenté. Et puis on va travailler là-dessus pour essayer de rééquilibrer au maximum le patient, voir comment il réagit. Tout ça en statique. Hein. Tout ça, ouais, en statique sur ma podométrie. J'aime bien comparer les données avec et sans correction pour voir justement quand est-ce qu'on atteint un équilibre. Alors, de manière instantanée, un patient qui a des gros déséquilibres, on ne va pas le rééquilibrer parfaitement parce qu'il faut que vraiment son corps s'adapte. Mais déjà, on voit si on va dans le bon sens et jusqu'où on y va. Si des fois, on voit qu'on crée un autre déséquilibre, bon, on peut se dire, tiens, ben là, je suis un petit peu trop fort dans ma correction, donc réduire un petit peu. Je pense vraiment que le test de nos corrections, c'est primordial. On n'imagine pas un ophtalmo qui va analyser notre vue, qui va dire bon ben vous avez besoin de tant de dioptries à gauche et tant à droite, et puis qui va pas tester pour voir si on y voit bien avec. À mon sens, les semelles c'est pareil. Il faut vraiment qu'on teste et voir comment réagit notre patient. Voilà. Donc ensuite mettre aussi les talonnettes de compensation. Pareil, c'est quelque chose qui est à tester, voir comment le dos se comporte. Si on n'a pas de surcompensation, je suis toujours assez prudent sur les talonnettes parce que, à mon sens, c'est un élément qui est quand même assez agressif, notamment chez un patient qui a passé les inégalités de longueur anatomiques, elles se sont constituées pendant la croissance. Donc, quelqu'un qu'on vient recevoir 45-50 ans, ça fait probablement 30 ans qu'il se trimballe déjà son inégalité de longueur. Donc, c'est pour ça que ça, c'est des choses sur lesquelles, à mon sens, il faut y aller avec prudence. Les jeux de mou durs également entre l'avant-pied et l'arrière-pied. Et ça, c'est plus pour jouer sur les préférences motrices aussi. Globalement, le pied, le corps va reporter son appui vers le mou. Donc, si on a également un patient en rotation, donc je parlais tout à l'heure des corrections par des jeux de traitement sur le premier rayon asymétrique ou sur les hauteurs de voûte plantaire, mais on peut très bien faire un appareillage qui ne va pas jouer là-dessus, mais qui va alterner des phases molles et des phases dures pour contrer les rotations et aider le patient à retrouver une posture un petit peu plus équilibrée. Et ensuite, voilà, comme je disais déjà, contrôler la pronation au maximum, qui va justement permettre d'éviter la mise en rotation interne des fémurs et donc limiter le jeu de l'hyperlordose lombaire. À l'inverse, les pieds varus, eux, favorisent une rétroversion, donc une diminution au niveau du bassin. Après, c'est pas systématique. Hein. On peut avoir des patients qui ont des pieds très plats et pourtant on ne trouve pas d'hyperlordose lombaire parce que derrière les torsions fémorales ou tibiales sont restées physio, ou de même un patient qui a un pied varus, mais derrière on n'a pas de compensation sur les étages supérieurs. Donc c'est pour ça que c'est vraiment au cas par cas. Et ensuite, voilà, le travail pluridisciplinaire est vraiment essentiel. Kiné, ostéopathe, pour le paramédical. Ensuite, pour le médical, clairement, le rhumatologue, le neurochir, s'il y a vraiment une compression, mais ça, c'est pas nous qui forcément allons orienter là-dessus, mais on peut le conseiller dans tous les cas. Le kiné, alors pourquoi? Pour ce que je disais tout à l'heure, les dystonies entre les ischio-jambiers et les quadriceps, par exemple, ou une contracture des paravertébraux, ils vont nous aider vraiment à travailler sur ces dystonies-là, assouplir une chaîne musculaire qui va être rétractée, renforcer une chaîne musculaire qui va être un petit peu faible. L'ostéopathe, lui, il peut clairement nous aider quand on a un patient justement qui a un déséquilibre pelvien depuis des années. On va le rééquilibrer, mais ça fait des années, donc il va pouvoir nous aider à rééquilibrer un petit peu le patient là-dessus en jouant sur les tensions musculaires. Donc vraiment, il faut se dire que c'est une prise en charge qui peut être complexe et il faut garder à l'esprit qu'on n'est pas seul là-dessus et qu'il faut vraiment s'aider des autres outils thérapeutiques et les patients, eux, ce qu'ils veulent, c'est plus souffrir. Donc, il ne faut pas chercher à se dire je teste d'abord mes semelles pour voir ce que ça donne. Non, le patient, plus vite il sera soulagé, et mieux il se portera en fait. La plupart du temps, Dorian, pour comprendre le contexte, c'est des patients sur lesquels tu vas détecter ce type de pathologie, ou alors c'est des patients sur lesquels ce type de pathologie a été détecté, et du coup on te les envoie pour faire un test via potentiellement des semelles orthopédiques. Voilà, c'est ça. On ne peut pas le détecter nous en cabinet. Hein. Un spondylolisthésie, c'est vraiment un radiodiagnostic. Donc, c'est des patients qui arrivent, le diagnostic est déjà posé par radio. Alors, des fois, on peut voir, ça n'a pas été noté sur le compte-rendu, mais si ce que je vous montrais, c'est assez visuel finalement au niveau de la radio. Donc, si on voit qu'il y a un glissement de la vertèbre, des fois, pourquoi pas dire au médecin, j'ai l'impression qu'il y a ça, toujours en restant prudent, il faut rester à notre place, mais peut-être qu'un avis rhumatologique serait un peu plus pertinent. Et voilà, c'est des patients en fait qui nous sont adressés pour
ils sont lombalgiques en fait, hein. Et donc il y a une radio qui a été faite sur le plan lombaire pour voir un petit peu ce qu'il en était, et on retrouve ça, on retrouve souvent associé un déséquilibre au niveau du bassin. Donc nous, ce qui nous est demandé, c'est d'équilibrer le patient au mieux pour soulager ces douleurs lombaires. Je pense clairement que même un patient qui ne vient pas au cabinet avec des radios, ce soit très probable qu'il ait une spondylolisthésis, mais je pense qu'on est tous pareils. Il y a des médecins qui ne sont pas à prescrire très facilement des radios. Donc, ce patient, on va l'appareiller par rapport à notre testing si on ne retrouve pas, bien sûr, de facteurs neurologiques qui nous feraient suspecter une dégradation. Et à ce moment-là, on va le prendre en charge comme une lombalgique traditionnelle finalement, mais peut-être qu'un jour-là, de manière fortuite, on va nous dire, bon, oui, il y a une spondylolisthésis qui est là et puis qui est peut-être déjà évolué, quoi. Ok, il y a Eric qui nous demande si les spondylos, tu les traites uniquement avec des SO posturales. Je ne sais pas s'il entend par là le fait d'avoir des semelles proprioceptives. Je crois que toi, tu n'en utilises pas trop. Alors, mais tu fais un bilan postural, en tout cas, avec une efficacité posturale derrière, de ce que je comprends. En fait, voilà, j'en fais aussi du traitement postural. À mon sens, la limite des semelles posturales et des semelles biomécaniques, elle n'a pas réellement lieu d'être. Parce que quand on fait une action posturale, on a forcément une action biomécanique, et quand on a une action biomécanique, on a forcément une action posturale. Rien que le fait de caler un pied plat, tout basiquement avec une hémicoupole en mousse, on a forcément une action sur la posture. Donc, moi, je mixe les deux prises en charge. J'aime avoir une action biomécanique et une action plus avec des stimulations posturales, comme on peut entendre des éléments de 2-3 mm. Ça, à mon sens, c'est ce qui reste assez pertinent, mais c'est un faux débat. Après, clairement, voilà, un patient qui a aucun défaut au niveau des maintiens de voûte plantaire, il a juste besoin de travailler sur une lordose. On peut très bien y répondre par un traitement postural pur. Ça m'arrive de le faire, mais souvent, quand on regarde de manière plus précise, on retrouve quand même une autre asymétrie au niveau des axes du médio-pied ou des axes calcanéens. Ok, donc pour bien répondre à la question d'Eric, je pense que sans parler de 3D, toi tu vas utiliser une semelle plutôt à la forme du pied en y ajoutant des éléments type postural dessus, de semelle proprioceptive. Et donc j'espère que ça répondra à ta question, Eric. Et Catherine me demande si tu as la même efficacité avec ta BRC sur la 3D que tu pourras avoir sur une BRC que tu crées, on va dire, en proprio. Et je pense que c'est juste une question de hauteur, non? Ouais. Oui, pour moi, il y a la même action. Sauf, j'en avais déjà parlé sur un autre webinaire. Je trouve que les BRC de 3, quand on a un patient très lordosé, sont mieux représentés par une BRC de 4. Après, c'est ma façon de faire. Je pense que peut-être qu'en jouant sur certaines rigidités, en augmentant les corrections, par exemple, on peut peut-être avoir les mêmes actions au niveau du BRC en restant sur du 3. Pour les deux et 1, j'ai pas retrouvé de différence de correction à ce niveau-là. Voilà, comment je me suis rendu compte finalement qu'il y avait une différence, c'était au niveau des visites de contrôle. J'avais des patients qui étaient un peu moins bien soulagés, et donc en fait, quand je les contrôlais, j'étais obligé de rehausser un tout petit peu la BRC par une correction du dessous. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que petit à petit, j'ai augmenté tout simplement ma correction au niveau de l'utilisation scientifique. Ok. Eric, oui, j'ai bien compris que tu parlais des SO très fines. Alors, on parle surtout de semelles proprioceptives, effectivement très fines. Les semelles scientifiques, je pense qu'elles sont assez fines aussi, mais on va quand même aller venir mettre une voûte plantaire qu'on va pas remplir. Mais je pense que tu n'utilises pas en soi, toi, d'Orient de semelles, on va dire plates. Quasiment plus. Avant, quand je faisais, avant de passer chez Scientifit, donc je bossais essentiellement en thermoformage, et je faisais aussi pas mal de semelles très fines posturales proprioceptives, comme on peut l'entendre. Et puis petit à petit, notamment avec l'évolution des corrections, des fonctionnalités sur l'application Scientifit. Aujourd'hui, je pense que 95% de mes semelles, elles sont faites en impression 3D. Et même des patients que j'appareillais de longue date avec vraiment de la semelle posturo plate, là, comme on a l'habitude de voir, je les ai progressivement passés là-dessus parce que je trouve d'une part, les patients sont plus confortables et j'avais une meilleure efficacité. Juste pour la BRC en semelle 3D, Isabelle demande si c'est une BRC dure. Je ne sais pas si tu as une idée du short minimum que tu mets sur ton type de BRC, mis à part la hauteur. Oui, c'est BRC dure. Je suis en moyenne entre les rigidités, je les fais évoluer entre 4, souvent au niveau de M5
pour éviter justement d'avoir trop de rappels sur le bord externe. Et sinon, les autres, on est entre 5 et 7. Donc, quelque chose d'assez dur, justement pour favoriser, avoir une action posturale. Si on met du mou, on va plutôt que de reculer le patient, on va plutôt chercher à l'avancer. Donc, voilà, ne pas hésiter à mettre quand même des densités assez élevées. Après, à tester, peut-être sur du 7 complètement. Je sais pas, j'ai jamais essayé là-dessus, mais ça serait peut-être à voir. Mais oui, ça reste sur une BRC posturale. On est sur des amortis, sur des matériaux très fermes. Et dans l'étude, je crois que c'était des shorts de 70. Ok. Donc, qui correspondra à du 7, mais toi, tu es plutôt entre 5 et 6. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, pour moi, quand tu dis Maxime, ça correspond à du 7, c'est pas vraiment des shorts qu'on fait varier sur la semelle scientifique, c'est une rigidité. Mais le matériau, il reste toujours avec la même dureté. Donc, c'est un matériau qui reste quand même très ferme. Effectivement, de la torsion. Ouais. Ok, c'est clair. Pas d'autres questions pour l'instant. Ok. Et du coup, voilà, les règles d'hygiène de vie sont également très importantes. Alors, le rôle de l'hydratation et des apports en eau. Pourquoi? Parce que donc entre les vertèbres, il y a les disques. Le disque va être soumis à une forte compression quand il y a un spondylo. Le disque, c'est de la flotte. Hein. Je crois que c'est 80% d'eau. Hein. C'est un sac gélatineux. Et donc, des fois, quand on a des bons comptes rendus, c'est en IRM qu'on peut le voir ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu passer, mais on a des signes de déshydratation au niveau du disque. Donc, c'est un disque qui va être moins élastique. Et donc, forcément, c'est le problème de l'hernie discale, c'est quoi? C'est l'anneau fibreux qui est en périphérie. Et au milieu, on a le nucléus qui est très liquide. Et cet anneau fibreux, quand il se déchire, on a le nucléus qui vient être projeté. Et donc, si on a une perte d'élasticité au niveau du disque et donc au niveau de l'anneau fibreux, forcément, il va péter un petit peu plus facilement. C'est la différence entre l'élastique et le verre. Hein. Le verre, il pète parce qu'il est très rigide. L'élastique, on peut toujours l'étendre. Et donc, voilà, s'il n'y a pas cette bonne hydratation, ça peut quand même fragiliser un petit peu les disques. Le surpoids, on en a déjà un petit peu parlé, mais donc ça favorise la posture en l'hyperlordose lombaire, hein, parce que surtout quand il y a une surcharge, une augmentation de la circonférence abdominale, on a un patient, ça pèse, hein, sûrement, donc on a un patient qui se met en hyperlordose. La femme enceinte aussi, j'ai pas pensé. La femme enceinte, donc il y a effectivement le bébé qui est présent, mais il y a aussi l'évolution, la physiologie finalement de la femme enceinte qui crée une hyperlordose qui est naturelle et qui revient en général une fois que la femme a accouché. On peut avoir également des pieds plats sur les femmes enceintes qui sont liés au poids et liés aux hormones qui favorisent une petite hyperlaxité. Et donc, ouais, le surpoids aussi va favoriser tout simplement la surcharge, la contrainte mécanique au niveau vertébral. Les postures professionnelles sont hyper importantes. Alors, c'est pas que le gars qui va avoir un travail physique dans une entreprise, dans une usine, en travail à la chaîne. Ça peut être aussi la personne, la secrétaire au bureau ou n'importe quel travail de bureau. La position assise, c'est important qu'elle soit correcte. Donc, on n'est pas avachi dans son dossier, on ne cherche pas non plus à se syphoser. Donc, l'idéal, c'est même de ne le dossier, c'est pas fait pour s'appuyer. C'est même d'avoir ces fauteuils ergonomiques, style selle de cheval, qui participent au fait de gainer la posture. Pour pas s'avachir, avoir les jambes à 90 degrés également, être bien posé au niveau du sol. L'écran, c'est important aussi. C'est important d'avoir un écran à hauteur de regard pour éviter d'être penché en avant ou s'ils sont trop, plutôt en arrière. Les patients qui passent beaucoup de temps au téléphone aussi, favoriser le casque plutôt que ce type de comportement qui peuvent créer également des torsions. Et puis, c'est vrai qu'on a de plus en plus de patients qui travaillent sur plusieurs écrans. Donc là, c'est un petit peu plus difficile. Donc souvent, c'est des patients qui utilisent quand même un petit peu plus un écran que l'autre. Donc, on favorise également le regard droit par rapport à l'écran le plus utilisé. Et au niveau des travaux un peu plus physiques, ça va être favoriser la flexion de genou. Aujourd'hui, on sait poser une prothèse de genou. Poser une prothèse de vertèbre ou une prothèse discale, ça reste peu pratiqué et souvent, ce n'est pas des résultats à 100%. Donc, voilà, vraiment garder le dos droit, réexpliquer. Moi, je réexplique toujours les gestes et postures à mes patients et des fois, on est étonné de voir, surtout dans les petites entreprises, que finalement, ils n'ont pas eu de formation sur les gestes et postures. Et donc, ça paraît du bon sens, mais pour certains, il y a quand même besoin de leur expliquer ce qui est important. L'excès de sport. Donc, on en a parlé, les sportifs de haut niveau sont une population où on a des cas, pas forcément de spondylolisthésis, mais de spondylolyse qui sont vraiment majeurs.
Voilà, celui qui en fait son métier, c'est son métier, donc ça sera difficile de lui faire arrêter. Mais un patient qui a déjà ce facteur-là, peut-être l'aider à mieux choisir ses sports, réduire les sports avec des forts impacts et donc des ondes de choc qui vont être importantes. Donc un coureur, par exemple, on en a tous, des accros à la course qui courent matin et soir, tous les jours. Leur dire peut-être que on pourrait faire une séance de course et puis une séance de natation, une séance de renforcement musculaire ou quelque chose qui va être moins impactant. Et de même, l'inactivité, d'une part, ça favorise le surpoids, mais ça favorise tout simplement l'hypotonie musculaire. Donc, c'est des patients qui vont être peu musclés au niveau du dos, au niveau de la ceinture abdominale. Donc, ça, c'est des choses importantes. D'ailleurs, il y a 15 ans, les recommandations de la Sécu, quand on avait une lombalgie, un lumbago, c'était l'arrêt de travail. Aujourd'hui, l'arrêt de travail est déconseillé ou alors pas plus de 4 à 5 jours pour passer le pic douloureux. Mais il faut que les patients restent en activité justement pour éviter une insuffisance musculaire qui créerait un cercle vicieux à ce niveau-là. Et les chaussures sont également importantes. La hauteur des talons. Plus on augmente le talon, plus on crée de l'hyperlordose. Quand on est complètement à plat, on favorise la rétroversion, donc on diminue la lordose lombaire. Donc je pense que autant que notre traitement par semelle, la hauteur de talon fait également partie du traitement podologique. Et donc on doit quand même aider à adapter la hauteur des talons. Ce n'est pas que pour les femmes, parce que pour les hommes, une Converse, c'est très plat. Une chaussure de ville avec un petit peu de talon va nous créer également un petit peu de lordose. Donc, je pense qu'il faut vraiment essayer de s'aider également par le chaussant. Donc, tester une semelle à plat sur son tapis, sur sa plateforme, c'est très bien. Mais il ne faut pas hésiter également à retester par la suite dans la chaussure et voir les habitudes de chaussage du patient. Voilà, donc j'ai fini. Ça, c'est un petit peu de biblio pour ceux qui veulent voir. C'est des éléments sur lesquels je me suis appuyé. Voilà. J'avais une petite question, tu vas l'avoir maintenant, juste d'Eric. Je vois, il explique que s'il y a une fracture de l'arc postérieur, il a du mal à comprendre comment on peut reculer le corps vertébral avec des SO fines. Je vois pas encore trop ce qu'il veut dire, si c'est de la semelle proprioceptive ou pas. Alors, je comprends sa question. J'ai bien dit dès le début, une semelle, ça ne reculera pas la vertèbre, ça ne reconstituera pas la fracture. C'est le chirurgien qui peut faire ça. Nous, et le stade chirurgical dans les spondylolisthésis est finalement pas si fréquent que ça. Alors, sur un stade 4, oui. Quand il y a une compression dans l'espace médulaire, oui. Mais reculer une vertèbre, non. Ni l'ostéo, ni le kiné, ni le podologue ne le fera. C'est ce que j'ai expliqué pendant toute la présentation. Le but, c'est vraiment de jouer sur les tensions musculaires, de rééquilibrer le bassin, soulager les contraintes. Mais l'antélisthésis ou le rétrolisthésis en lui-même ne crée pas forcément de la douleur. Et s'il crée de la douleur, ça sera des douleurs à type neurologique, neuropathique. Et donc, ça ne sera pas une prise en charge probablement posturale, ça sera plutôt une prise en charge médicale, rhumato par infiltration, voire chirurgicale. De ce que tu me disais, Dorian, c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas eu là de cas spécifique. C'est quand même une pathologie qui est assez lourde, sur lesquelles tu vas faire très attention en fonction, avec l'idée ou pas d'ailleurs de faire une paire de semelles orthopédiques, mais peut-être aussi de réorienter le patient vers d'autres spécialistes, étant donné que c'est quand même une pathologie qui est assez lourde et qui peut être assez complexe à régler juste avec un port de semelle orthopédique, quel qu'il soit d'ailleurs. Exactement. Et c'est pour ça que, alors, un patient qui arrive avec un bilan complet en imagerie, qui va avoir IRM ou scanner, bon, là, on sait ce qu'on a, on sait ce qu'on peut faire, on sait où on peut aller et s'il y a des facteurs de gravité. Le risque, c'est essentiellement chez le patient qui vient uniquement avec un bilan radio. On voit ce qu'il y a sur le plan osseux, s'il y a une lise ismique ou s'il y a un spondylo, mais on ne voit pas tout le reste, et notamment la compression soit médulaire, soit radiculaire. Et donc, c'est vraiment chez ces patients-là, finalement, qu'il faut être le plus prudent. Et d'ailleurs, un patient qui va avoir un bilan IRM avec ou scanner spondylo, mais on voit qu'il est compliqué d'un nodule ou d'une compression radiculaire, on les voit peu finalement en cabinet parce qu'ils sont pris en charge. En général, ils ont vu le neurochir qui a dit est-ce qu'il faut dégager les compressions ou pas. Les techniques chirurgicales là-dessus, il y a différents types. En fait, c'est un peu comme nous, notre prise en charge podologique, ça va dépendre de ce qui a été retrouvé. On peut avoir de l'arthrodèse pour rechausser la vertèbre et la maintenir, la verrouiller. On peut avoir tout simplement dégager le canal lombaire s'il a été encombré par des débris.
ou s'il y a de l'arthrose qui s'est mise en place, ou alors une résection du dernier discal si c'est ça le problème. Voilà, c'est vraiment quelque chose de global, le spondylolisthésis. Et le but, c'est pas de vous dire il faut faire ça, c'est de vous dire voilà les éléments sur lesquels nous, il faut qu'on réfléchisse, et les éléments les plus pertinents probablement à prendre en charge d'une manière podologique. Okay. Ce serait quoi le risque, pour bien comprendre, de faire une semelle sur un cas spondylo? Est-ce qu'il y a un risque d'aggravation de la pathologie? Est-ce qu'au final, le risque, c'est de ne pas régler la pathologie? Comment tu évalues le risque en fait? Le risque, je pense que bon, si on se plante vraiment au niveau du traitement et qu'on augmente un déséquilibre au niveau lombaire, bon ben là oui, je pense que ça peut aggraver éventuellement la pathologie. Le risque, c'est surtout de passer à côté de quelque chose qui est plus grave, qui peut être plus invalidant. Vraiment, une compression d'une racine nerveuse, si elle n'est pas prise en charge à temps, elle laisse des séquelles. Et du coup, si la cause de ce retard de prise en charge, c'est que le podologue, il a voulu à tout prix soulager son patient et qu'il a retardé, il l'a pas orienté au bon moment, et bien après, les dégâts qui sont faits, ils seront trop tard. Après, le risque de ne pas être efficace, ça, c'est quoi. Moi, je sais que c'est pas rare qu'en cabinet, je dise aux patients, franchement, je suis pas sûr de pouvoir vous soulager. Je leur dis, voilà, les semelles, c'est un coup, c'est pas donné. Je vous laisse la décision. Est-ce qu'on appareille, est-ce qu'on n'appareille pas? Derrière, il ne faudra pas me dire ça marche pas, parce que voilà, autant il y a des cas, on n'est jamais sûr, mais il y a des cas on sait globalement qu'on va les soulager et d'autres on ne sait pas. Donc ça peut en faire partie. Donc si le patient il dit ouais moi je veux tenter, ou s'il me dit, des fois il y en a ils disent le médecin il a dit on tente, il a dit aussi très bien que ça pouvait ne pas fonctionner, mais on essaie. Bon ben là on essaie, il faut juste pas le dégrader. Si ça marche pas, ça marche pas, mais il aurait été prévenu quoi. Pour Isabelle, le plateau qui est une prise en charge pluridisciplinaire et n'est pas, voilà, c'est vraiment exactement la prise en charge pluridisciplinaire. Pour beaucoup de pathologies, elle reste essentielle. Pour ce type de pathologie, elle me semble peut-être encore un petit peu plus essentielle que pour d'autres problématiques. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment connaître les tenants et les aboutissants de cette pathologie, les risques de complications, ce qui favorise cette pathologie, notamment justement les dystonies musculaires qui peuvent être un élément très très important. Les kinés, souvent, ils parlent, quand on a une lombalgie, leur discours, c'est renforcer la sangle abdominale, c'est une chose, mais il faut absolument avoir une bonne souplesse au niveau du bassin. Et par la souplesse au niveau du bassin, ce qu'ils entendent, c'est avoir des ischio-jambiers qui soient suffisamment élastiques, des quadriceps qui ne soient pas rétractés, pour qu'on n'ait pas justement de déséquilibre antéro-postérieur au niveau de la statique pelvienne. Ok. Bon, écoute, très clair, Dorian. N'hésitez pas, là, on va prendre 10-20 secondes si vous avez d'autres questions. Il y a eu des tout petits problèmes de son au départ, ça s'est réglé par la suite. Donc, on est désolé. Il y a énormément de monde connecté dans ces périodes de confinement et on peut avoir ce petit souci. On peut vous envoyer le slide. Dorian a fait exprès de bien tout annoter pour que vous puissiez vous servir juste du support, en fait, aussi pour améliorer les connaissances par rapport à ce type de pathologie s'il le faut. Donc, n'hésitez pas à nous demander les slides, on vous les fera parvenir. Et sinon, il ne me reste plus qu'à dire un grand merci, Dorian. Je rejoins Catherine, très professionnelle. On organise un autre webinaire la semaine prochaine avec Dorian. J'ai déjà oublié le thème, mais c'est la prise en charge du mal perforant pleurter de mémoire. On vous enverra l'invite très prochainement. Merci à tous. Votre attention. Et à bientôt. Au revoir.